Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux à la première des conférences et rencontres de Carême. Je vous souhaite la bienvenue au nom du comité d'organisation des rencontres. Et j'aurai pour l'immédiat trois remarques à vous faire. La première, c'est qu'après la conférence, vous êtes invités à un verre de l'amitié qui aura lieu juste ici à côté. L'autre chose, à la fin de la conférence, je vous remercie d'être bienveillant pour ceux qui vous tendront une corbeille pour laisser peut-être une petite obole qui nous permet de financer ce cycle de 3 conférences. Et troisièmement, dans la table du fond, il y a une librairie des livres des conférenciers de ce soir, mais également de la prochaine fois, si vous voulez déjà les acheter. Ils sont à votre disposition et je me tiendrai là pour vous les proposer. Merci. Dans le chaos du monde, c'est l'espérance. Le titre résonnait singulièrement à l'actualité de l'an dernier, lorsque nous avons, dans la petite équipe de préparation, choisi ce titre. Nous ne pensions pas qu'en une année, voire en une semaine, ce titre allait prendre encore une résonance plus particulière. Dans la presse, ce chaos, je l'ai vu cette dernière semaine, prend tour à tour le nom d'un pays, d'une région du monde, ou encore de l'un ou l'autre des dirigeants de ce monde. Les rapports entre les pouvoirs sont ébranlés, l'état de droit semble remis en question, les institutions internationales comme l'ONU sont mises à mal, la démocratie est prise en otage par des figures tutélaires, le populisme a le vent en poupe, le concept de vérité est fragile et le mensonge ne semble plus un problème. L'Europe se réarme de façon significative et en même temps on perçoit dans la population comme un sentiment d'impuissance. Les jeunes sont inquiets, ils ne veulent plus écouter les nouvelles, ils ne sont pas les seuls. Tout cela dresse un constat alarmant de l'état du monde. On a besoin d'interprètes pour ne pas rester à crier avec les loups. Et nous avons ce soir 2 interprètes qui sont là pour nous aider à penser, à nous déplacer dans la pensée. Certains sont même dans l'Assemblée. J'ai identifié Madame Künzler, qui était une de nos édiles à un moment donné. Nous sommes toutes et tous des guetteurs de sens, des interprètes à notre manière. Ce soir, nos 2 invités sont là pour nous aider. C'est Antoine Chavant qui va introduire Madame Calmiret par quelques mots d'accueil. Madame la Présidente, dans le contexte de ces conférences dites de Carême, vous avez accepté d'ouvrir les feux et de venir nous parler de vos confrontations avec le chaos, sous toutes ses formes, au cours de vos mandats politiques. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre disponibilité. Le chaos ne date pas d'hier, mais celui qui nous entoure est particulièrement gratiné et gère un stress hautement déstabilisant. C'est donc à travers votre analyse factuelle de vos expériences vécues, des réponses que vous avez développées au fil du temps, que nous espérons apporter quelques clés de lecture et finalement peut-être un germe d'espérance à ceux qui nous écoutent ce soir. Chère Madame, votre lutte contre les chaos qui ont parsemé votre chemin est un vrai fil rouge de votre parcours, trop riche pour l'évoquer en détail ce soir. Nous vous suivons depuis vos responsabilités au sein du Parti socialiste, puis du Conseil d'État genevois que vous avez présidé en 2001 et 2002, enfin du Conseil fédéral auquel vous avez été élu en 2002, en décembre. Vous avez été présidente de la Confédération en 2007 et 2011.
Comme chef du département fédéral des affaires étrangères, vous avez eu toujours l'humain et les femmes au centre de vos préoccupations. Vous avez œuvré en particulier pour le respect des droits, de la sécurité, de l'indépendance, de la liberté et de l'honneur des citoyens et des citoyennes tant en Suisse qu'à l'étranger. Je citerai simplement, pour illustrer votre engagement, le lancement de l'initiative de Genève en 2003 pour tenter de résoudre cet indicible chaos qu'est le conflit israélo-palestinien, votre rôle dans la tentative de pacifier le conflit entre les deux Corées en 2003 quand vous avez franchi à pied la ligne de démarcation entre les deux pays. Vos efforts pour stabiliser la poudrière des Balkans et votre participation dans la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo en 2008, pays déchiré entre les Serbes et les Albanais. La défense permanente des droits de l'homme, ce qui nous a amené à contribuer à l'établissement du Conseil des droits de l'homme à Genève en 2006. Les médiations entre les irréductibles ennemis, l'Arménie et la Turquie en 2009, ainsi qu'entre la Géorgie et la Russie, la même année. Depuis 2012, vous enseignez à l'Institut européen de l'Université de Genève l'art et la science de la négociation, transmission de savoir et d'expérience. Diplomatic engineering, comme on nomme aussi parfois cette compétence tant nécessaire pour les praticiens de la mécanique internationale. C'est par la médiation sans cesse recommencée entre parties au conflit que l'on est utile au monde, dites-vous dans un entretien que vous avez accordé à Plan Fixe en 2024. Le mot chaos n'a pas de pluriel, ou plutôt, il n'a pas de singulier. Chaos passé, chaos actuel. Quelle en est votre lecture aujourd'hui? Et peut-on encore oser espérer? Je vous laisse la parole. On a tous et toutes besoin d'espérance, car nous vivons dans un temps d'incertitude. En effet, la période de liberté qui avait débuté avec tant d'espoir après la chute du mur de Berlin s'est effondrée. À cette époque, les conflits étaient gérés sur la base de règles et au sein d'organisations multilatérales comme l'Organisation des Nations Unies ou bien l'Organisation mondiale du commerce. Le libre-échange atteignait alors des sommets sans précédent. L'Amérique dominait et stabilisait le système. La seule superpuissance, les États-Unis, s'avérait être une partenaire généralement fiable. C'est cet ordre mondial qui a pris fin. Historiquement, l'ordre international a reposé sur un certain nombre de présupposés, sur la conviction que les grandes puissances, menées par les États-Unis, considèrent ce système comme largement légitime et digne d'être financé, sur l'interdépendance économique qui est régie par des règles soutenues par des institutions qui accroissent sa stabilité. Et le système exige enfin que les politiques nationales des États centraux soutiennent largement l'ouverture internationale. Aujourd'hui, les règles existantes ne sont plus reconnues et l'ouverture est contestée par les populations, y compris en Suisse. L'isolationnisme et les droits de douane reviennent en force. La Chine et la Russie critiquent le système, qu'elles qualifient de diktat unipolaire des Américains. Dans le même temps, les États émergents et contestataires de l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale sont devenus trop forts pour que les États-Unis puissent encore les contenir. Et Washington se comporte donc comme ses adversaires et impose égoïstement ses intérêts au détriment des autres. À l'ère de la jungle, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Début janvier, les États-Unis ont kidnappé Nicolás Maduro, le président en fonction du Venezuela, au milieu de l'année. L'administration américaine l'a accusé de, je cite, complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme, de complot en vue de trafic de cocaïne et de possession d'armes automatiques et d'engins destructeurs contre les États-Unis. Donald Trump a également déclaré que les géants pétroliers américains
reprendraient le pétrole que le Venezuela, je cite, leur avait volé. Reste que le Venezuela joue un rôle mineur dans le trafic de substances psychoactives, du moins en ce qui concerne le dangereux fentanyl. Ce produit provient principalement du Mexique, la plupart des ingrédients étant originaires de Chine. Ainsi, la lutte contre le trafic de drogue est avant tout un prétexte pour décapiter le régime autoritaire de Maduro afin d'ouvrir la voie aux entreprises américaines pour qu'elles puissent accéder aux immenses ressources pétrolières du Venezuela. C'est un objectif clairement affiché par Donald Trump. Une chose est sûre, le Venezuela revêt une grande importance stratégique. Situé à la pointe nord de l'Amérique du Sud, il n'est pas très éloigné de la côte sud des États-Unis et avec plus de 300 milliards de barils, il possède les plus grandes réserves de pétrole connues au monde. La politique de Trump accélère l'expansion du monde en sphère d'influence et pourrait donner à Pékin, Taipei et à Moscou une plus grande marge de manœuvre en Europe. Enfin, l'autorité des États-Unis en tant que médiateur de paix en Ukraine est compromise. Et qu'en est-il du Groenland? Et qu'en est-il de Cuba? Et qu'en est-il de l'Iran? Samedi 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une première salve de bombes contre Téhéran, plongeant la région dans la guerre. Le guide suprême iranien est mort lors de la première attaque contre sa résidence. Ali Khamenei avait du sang sur les mains, il avait régné trop longtemps et sa mort a été un soulagement pour beaucoup. La raison de ces bombardements et leur objectif sont pourtant assez flous. Je crains de devoir dire que la priorité de Donald Trump, ce n'est pas franchement la liberté des Iraniens ni la démocratie. 2 jours après le déclenchement de la guerre, il n'est pas question de la part des États-Unis d'un renversement du régime iranien, alors que ce but était auparavant revendiqué par le président américain. Ce dernier entretient le suspense en envisageant un deal avec un régime affaibli et accommodant. Un scénario minimal qui conviendrait à Israël et permettrait un succès rapide. Une logique similaire à celle qui a consisté au Venezuela à enlever Nicolás Maduro et son épouse et à tenter de s'entendre avec sa successeur. Mais le régime iranien, ça n'est pas le Venezuela. Il a été construit pour résister au stress et la guerre pourrait durer, révélant des priorités divergentes entre les États-Unis et Israël, même si à court terme, elles pourraient converger. Le président américain poursuit une stratégie axée sur la stabilisation de Gaza grâce à une surveillance internationale, l'intégration d'Israël dans une architecture de sécurité régionale plus large et l'obtention du soutien des pays arabes et musulmans au cadre renouvelé de ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Le Premier ministre israélien reste, lui, concentré sur le maintien de sa liberté d'action militaire. Il estime avoir le droit de frapper partout dans la région, sans restriction. L'armée israélienne occupe plus de la moitié de la bande de Gaza, un site stratégique sur le mont Hermon, en plus du plateau du Golan syrien annexé en 1980. Elle conduit des opérations au sol dans le sud Liban, ce qui conduit après les Nations Unies, à une catastrophe humanitaire et ne cesse de renforcer son emprise sur la Cisjordanie qui est occupée depuis 59 ans. L'ultime limite à l'activisme israélien demeure Donald Trump. On ne sait pas ce qu'il a l'intention de faire. C'est vraiment l'ultime limite. Avec son attaque contre le Venezuela, ses prétentions envers le Groenland, ses bombardements de l'Iran, le président américain a montré ce qu'il pensait du droit international et de l'intégrité territoriale. Rien. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir du régime dictatorial de Nicolás Maduro ou du régime des Mollahs en Iran, cet activisme impérialiste viole la Charte des Nations Unies, qui établit le principe du non-recours à la force pour résoudre les conflits entre États. Il s'agit donc de violation du droit international, mais aussi de violation de l'immunité dont jouissent les chefs d'État en fonction. Imaginez, le droit international tombe. Imaginez, tout est permis.
y compris l'enlèvement de présidents en fonction, y compris le remplacement de gouvernements. Franchement, ça ouvre des perspectives terrifiantes. Mesdames et messieurs, l'année écoulée a été marquée par une évolution notable vers une forme plus transactionnelle des relations internationales. Sous la deuxième administration Trump, la politique américaine est passée du soutien au multilatéralisme à une réduction considérable de son engagement auprès des organisations internationales. Et ça nous touche ici à Genève. Dans l'ensemble, le retrait des États-Unis des instances des Nations Unies, leur préférence pour des accords bilatéraux ou ad hoc, les coupes budgétaires massives et leur approche plus transactionnelle de la gouvernance mondiale ont affaibli la base financière et l'autorité des institutions internationales. La version de Trump pour les Nations Unies est bien connue. Les États-Unis se sont retirés récemment de plusieurs organisations internationales ici à Genève. Et puisque les règles sont violées et que la Charte des Nations Unies est impuissante à prévenir les guerres, le président américain innove en lançant à Davos, en cette fin de janvier 2026, un conseil de la paix, censé ramener l'ordre, la paix et la bonne gouvernance dans le monde. Initialement annoncé comme un organisme centré sur la résolution du conflit à Gaza, ce conseil de la paix élargi se voudrait une sorte d'alternative aux institutions onusiennes. Contrairement à l'ONU, qui est généralement dirigée par un secrétaire général, il faut bien le dire, discret, peu influent, le Conseil de la paix devrait avoir un président puissant, en la personne de Donald Trump. En tout cas, c'est son intention. Selon sa charte, l'adhésion à l'organe dépend d'une invitation du président. Elle devrait être limitée à 3 ans et dépendre d'un renouvellement par le président. En revanche, il n'y aurait aucune limitation de mandat pour les chefs d'État des pays qui verseraient $1 milliard au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la charte. À notre connaissance, 50 pays au total auraient reçu une invitation de Trump, dont la Suisse. L'invitation faite à la Suisse de participer au Conseil de la paix de Donald Trump la place notre pays dans une situation assez inconfortable. D'une part, la promotion de la paix reste une priorité de notre politique étrangère. D'autre part, l'agenda politique de Donald Trump est contestable du point de vue des intérêts de la Suisse, notamment par la remise en cause du multilatéralisme et la fragilisation de la Genève internationale. Mesdames et messieurs, le président ukrainien a été humilié dans le bureau ovale, en direct à la télévision. Le président du Venezuela capturé, jugé aux États-Unis. Les États-Unis ont bombardé l'Iran, le Nigeria, la Somalie, la Syrie, le Yémen. Et maintenant, le président américain veut le Groenland et Cuba. Et il propose une alternative aux Nations Unies. Un tel activisme sert les intérêts de Moscou, car en mettant en cause le principe de l'inviolabilité des frontières, il dédouane le président russe de ses annexions en Ukraine. Plus, Donald Trump risque, avec ses ambitions territoriales, de faire voler en éclats l'OTAN, ce qui réjouirait le président Poutine. Il fut un temps, mesdames et messieurs, où on pensait que le président russe, avec son agression en Ukraine, était la personne la plus dangereuse au monde. Il faut bien constater malheureusement qu'aujourd'hui, il n'est plus tout seul. Alors que les États-Unis se désengagent des institutions multilatérales, la Chine, elle, ne cesse de gagner en influence au sein des institutions internationales. Le rôle croissant de la Chine dans les institutions multilatérales s'explique principalement par 3 mécanismes. L'influence institutionnelle au sein des organismes existants. La Chine est le 2e contributeur du système des Nations Unies. En termes de personnel, la Chine a délibérément renforcé sa présence au sein des organisations internationales, aussi ici à Genève. Deuxièmement, la création de systèmes alternatifs et parallèles en dehors des cadres occidentaux. Par exemple, l'Organisation de coopération de Shanghai, fondée en 2001. En 2013, la Chine a lancé l'initiative Belt and Road, c'est les routes de la soie. En 2025, elle a créé la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Et la concurrence sur le fonctionnement de la gouvernance mondiale. Par exemple, la Chine
s'impose comme l'un des principaux défenseurs de la souveraineté cybernétique. La redéfinition du multilatéralisme a un impact sur l'Europe. L'offensive de l'administration Trump contre l'Europe comporte deux aspects. D'une part, un retrait stratégique dans la confrontation avec la Russie, l'Europe ne faisant clairement plus partie de la sphère d'influence américaine, et on dit aux Européens, débrouillez-vous. D'autre part, une attaque idéologique, une guerre de propagande visant à affaiblir l'Europe et à accroître ses divisions. Mesdames et messieurs, l'Europe n'est plus l'encre de stabilité qu'elle croyait être. Elle se voulait un modèle pour le monde. Et dans l'Europe, je pense aussi à la Suisse, fixant des normes et des standards environnementaux, de bonne gouvernance, de respect des droits humains. Il s'avère désormais qu'elle ne peut même pas garantir la paix dans son voisinage immédiat. L'Europe ne s'est pas encore affirmée, n'a pas trouvé encore sa place dans un ordre mondial en recomposition. Elle est gravement sous-armée, sous-équipée et vulnérable en cas de conflit majeur, et divisée. Et il semble même que la division de l'Europe soit perçue comme utile à Washington, car elle maintient l'Europe dans le sillage de la politique étrangère et de sécurité des États-Unis. C'est un jeu gagnant-perdant. Une Europe faible, dépendante des armes, des technologies, de la politique américaine. Mais une Europe qui paye, qui se réarme, qui reconstruit et qui pense les plaies. L'Europe fait le douloureux constat que son ami et allié, les États-Unis, la souhaitent à sa merci. La dépendance européenne est presque entièrement due à la peur de la menace russe, une peur amplifiée par les États de l'Europe de l'Est. Basée sur la crainte de la Russie, l'Union européenne subordonne tous les enjeux de sa politique étrangère, économique, commerciaux, technologiques, environnementaux et diplomatiques à ceux des États-Unis. Et on le voit avec la Suisse dans la mesure où elle reste extrêmement prudente face à la situation et aux tensions actuelles, voulant ne pas fâcher Donald Trump avec qui elle négocie un accord de libre-échange. Et cela même si les États-Unis avec Donald Trump sont plus instables et irrationnels que jamais. Le pacte de confiance entre les États-Unis et leurs alliés est rompu, et il est illusoire de penser que nous reviendrons à une situation antérieure. Reste que, et c'est ça ma note d'espoir, si vous permettez, après tous ces constats tristes, reste que le retrait des États-Unis offre à l'Europe, y compris à la Suisse, la possibilité de se positionner comme garante d'un système fondé sur des règles. Avec le retrait des États-Unis, l'Europe peut dire « agissons comme pendant la guerre froide », c'est-à-dire créons un espace sûr, régi par des règles transparentes et équitables, de bonne gouvernance, de fonctionnement démocratique. Donnons-nous des règles communes dans les domaines du commerce, de la sécurité, de l'environnement, des droits humains, et refusons un espace régi par des rapports de force. L'Europe, encore une fois, la Suisse compris, peut proposer des méthodes démocratiques pour résoudre les tensions dans le monde. Par exemple, pour assurer une transition pacifiée en Iran. Et l'Europe peut rassembler des coalitions aussi larges que possible autour de ces objectifs. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, je terminerai par cette note qui, pour moi, est une note d'espoir dans le chaos du monde. Je vous remercie de votre attention. Frédéric de Coninck, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, vous avez été chercheur en sociologie au Centre national de la recherche scientifique en France, professeur et directeur de recherche à l'École nationale des ponts et chaussées, directeur de l'école doctorale Ville et Environnement de l'Université de Paris-Est. Vous êtes titulaire d'un doctorat, d'une habilitation à diriger des recherches en sociologie. Vous y avez ajouté une agrégation en mathématiques. Vous êtes théologien à vos heures. Vous êtes attaché à construire un dialogue entre les sciences sociales et les enjeux de la foi. Vos recherches en matière de ville, environnement et mobilité vous conduisent à un vaste champ de réflexion autour de la transition écologique. Pour faire face aux défis environnementaux, vous constatez qu'il ne suffit pas de simplement remplacer une technologie par une autre, il y va d'une véritable conversion et qui est en même temps une libération. Vous questionnez le jamais assez en faisant des liens avec la quête de salut de la réforme,
L'accumulation, qu'elle concerne les biens matériels ou les biens de salut, ne procure jamais de satiété. En matière de quête de sécurité, vous faites le constat que paradoxalement, plus on cherche à se protéger, en mettant par exemple des caméras partout, des caméras de surveillance, plus on augmente l'anxiété. On pourrait en sourire, mais malheureusement, les coûts de cette quête sont de plus en plus élevés. Pour nous rapprocher de votre propos de ce soir, vous conduisez toute une réflexion autour du commandement de l'amour de l'ennemi, des ennemis, et de la recherche de la paix. L'objection de conscience y a sa place. L'histoire des Ménonites, qui remonte à la Réforme, vous inspire particulièrement, eux qui ont dû régulièrement émigrer parce qu'ils refusaient de porter les armes. Vous faites le constat que majoritairement le christianisme a préféré se rapprocher du pouvoir, pensant qu'il valait mieux chercher à l'influencer en acceptant partiellement la logique de la violence. Vous êtes témoin d'une forme de contre-culture biblique. Vous publiez aux éditions du Cerf, aux éditions Libétan, aux éditions Excelsis. Nous avons retenu 2 titres pour ce soir. Vous dites d'ailleurs dans un de vos ouvrages que l'un est le recto et l'autre le verso. Vous les trouverez au fond, c'est Nationalisme, guerre et paix, le défi envers et contre-tout de l'amour du prochain, paru en 2025, et les béatitudes au quotidien, la contre-culture heureuse des évangiles dans l'ordinaire de nos vies. En vous lisant, j'ai été touché par l'unité du discours entre la pensée et l'homme. Si vous aviez vécu au temps du Christ, j'imagine que celui-ci aurait dit à votre propos, comme à propos de Nathanaël, « Voici un homme sans artifice ». Vous vous impliquez en effet dans vos écrits, donnant des exemples personnels, comme votre voyage sur les traces de Saint-Jacques de Compostelle, ou la méditation dans un cloître, il y a 4 côtés. Vous dites qu'on peut aussi le faire dans son quartier autour d'un immeuble, il y a 4 côtés. Le premier côté sert à méditer sur être dépréoccupé de soi. Le deuxième côté, être préoccupé de l'opinion des autres. Le troisième côté, pour réfléchir à l'amour du prochain. Et le quatrième, à l'amour de Dieu, pardon. Et le quatrième côté, à l'amour du prochain. Mais il ne faudrait pas que je commence votre conférence à votre place, et donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris que quelque part, je vais repartir par le bas. Alors, on vous a parlé de l'évolution du monde vue par le haut, et moi je vais plutôt vous parler de l'évolution vue par le bas. C'est pas forcément une description plus optimiste que je vais vous livrer. En fait, on m'interroge souvent sur l'espérance depuis 2 ans, je dirais, parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, les motifs d'espoir spontanés, visibles, faciles à percevoir, en fait, sont de plus en plus rares. Et, bon, tout ça va aller de travers, ça a été dit, mais tout ça va aller de travers, pas seulement au niveau géopolitique, je pense aussi, même au niveau des relations sociales, de proximité, il y a une brutalisation des rapports sociaux, et finalement, ces politiques autoritaires, elles sont soutenues. Moi, il y a des gens qui sont élus, et puis en France, je ne vais pas vous faire un dessin, mais en fait, ça pourrait aussi basculer. Dans un an, je n'exclus pas. Bon. Et donc, je ne vais pas vous dire, vous savez, comme moi, quelquefois, aujourd'hui, on dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». C'est comme, non, je ne vais pas vous dire ça. Je pense qu'en fait, il y a des motifs structurels, des contraintes structurelles qui poussent, en fait, à des formes d'égoïsme collectif de plus en plus robustes. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que je parle d'oasis d'espérance, plutôt que d'espérance tout court. Alors, peut-être ça paraît timide, incertain, mais c'est de toute façon en ligne avec ce que je pense depuis assez longtemps. Je pense que, puisque je parle, disons, de ce que le discours chrétien qu'on pourrait développer, je ne pense pas que l'Église a vocation à proposer à la société une espérance comme ça dont la société pourrait s'emparer telle qu'elle. Je pense qu'il faut respecter une certaine distance. Ne serait-ce d'ailleurs que si on veut poursuivre le dialogue,
il faut admettre qu'il y a deux instances différentes, il ne faut pas tout mélanger. Je pense que si on pense qu'il y a fusion, il n'y a plus de dialogue. Alors, bon, du coup, il faut que j'en dise un petit peu plus sur d'où je parle, notamment du fait que je parle quand même après quelqu'un qui a été fortement investi dans le champ politique et qui l'est toujours. Alors professionnellement, ça a été dit, j'ai travaillé en sociologie, mais pas tellement en sociologie politique. Je me suis plutôt intéressé à ce qu'on appelle les modes de vie, donc justement à la société vue par on, à ses transformations, à la manière dont les collectifs évoluent, au mode de vie dans le sens de comment les individus construisent leurs pratiques au milieu des contraintes des structures sociales. Enfin, vous voyez, la société est un peu vue par le bas. Et donc j'ai abordé le champ politique, mais plutôt de biais. Donc j'ai fait des recherches quand même pour des entreprises, pour des administrations, pour des fournisseurs de services. Oui, enfin, dans tout ça, la construction d'un dialogue sous contrainte avec des acteurs qui ont leur logique, eh bien, oui, ça m'intéresse. Mais je l'ai fait comme un interlocuteur de ces acteurs, et pas comme quelqu'un qui s'est mis à leur place. Voilà, je ne me sens pas. Donc vis-à-vis du champ politique, ben, je me suis positionné un peu de la même manière. Et, ça a été dit, j'appartiens à une famille de protestantisme qui s'est toujours tenue quand même à une certaine distance des acteurs politiques, même si cette tradition ménonite a quand même régulièrement accepté de dialoguer avec eux. On dialogue, mais voilà. Donc, cette possibilité de dialogue, d'ailleurs, je vais vous en dire quelques mots au fil de l'histoire, elle n'est pas seulement une position, si vous voulez, théologique de principe, c'est juste qu'il y a des moments où ce dialogue est plus ou moins facile. Il y a des moments où il y a des ouvertures pour le dialogue, puis il y a des moments où il n'y en a pas tellement. Il y a des moments, en fait, où on doit accepter une forme de marginalité. Et je pense que peut-être aujourd'hui, les chrétiens vont devoir accepter une forme de marginalité et vivre une différence, et retourner vers des formes de marginalité qu'on avait complètement perdues de vue. Bon. Donc, au départ, les anabaptistes, et donc les ménonites, enfin c'est deux manières de dire la même chose, ont été les premiers à vouloir la séparation de l'Église et de l'État. Alors, bon, aujourd'hui c'est un peu plus admis, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'ils avaient voulu ne baptiser que des adultes? Ben, précisément parce qu'en fait, on n'héritait pas de la foi comme c'était pas un droit du sol, c'est pas parce qu'on naissait dans une famille protestante ou catholique ou au milieu d'un pays où le prince était catholique et protestant qu'on l'était parfois. Non, il était idée qu'on rejoignait un groupe de conviction et que puisqu'on rejoignait comme un groupe de conviction, on rejoignait comme un adulte conscient de ses choix. Voilà, c'est cette idée du baptême d'adulte, c'est ça qui est dit là-dedans. Donc, cette marginalité, à l'époque, le fait que de vouloir constituer un petit peu un groupe à part, déjà c'était mal vu au XVIe siècle, où le mouvement est apparu, elle a été aggravée par l'objection de conscience, qui était inacceptable à l'époque pour beaucoup d'États. Alors, l'objection de conscience, tout ça vient là. Si vous voulez, si vous ne connaissez pas bien le monde ménonite, ce que je peux imaginer, parce que quand même, on n'est qu'une poignée. En recensant, on est arrivé à 1 500 000 dans le monde entier. C'est une poignée. Bon. Mais en fait, c'est un peu les franciscains du protestantisme. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui se sont dit que le christianisme, c'est vivre une vie à l'exemple du Christ, une vie de paix et d'amour de l'ennemi, à l'exemple du Christ. C'est-à-dire qu'en fait, la vie du Christ est un enseignement. Et le Christ, donc les évangiles ne sont pas juste un répertoire de choses vraies ou une annonce de la grâce, c'est aussi un appel à suivre le Christ dans ses choix de vie. Voilà, ça c'est un peu l'idée franciscaine finalement et ménonite dans le cadre des églises protestantes. Bon. Donc, à l'époque d'ailleurs, vivre cette vie à l'exemple du Christ, pour eux, c'était entendu que ça pouvait être coûteux socialement. C'était une marginalité assumée et de toute façon une marginalité subie. Et les ménonites n'ont subsisté en fait que dans des zones de tolérance, souvent quelquefois se plaçant à la frontière, ou négociant par exemple d'aller défricher des endroits que personne n'avait envie de défricher en échange du fait qu'on leur accordait l'objection de conscience. Vous voyez, enfin,
Donc il y a eu toute une marginalité pendant des siècles qui a quelquefois fait que ces communautés ont quand même un peu tourné à la secte. Enfin, je vais vous dire les choses un peu comme... je ne vais pas vous faire une histoire enchantée. Il n'y a pas que de l'enchantement là-dedans. Bon. Mais, au début du XXe siècle, je dirais, en gros, le contexte a changé. C'est-à-dire qu'en fait, la tolérance religieuse s'est développée. Et un peu partout dans le monde, de fait, beaucoup, quoi. Et donc, de ce fait-là, un certain nombre de ménonites commençaient à se dire, mais après tout, si l'État est tolérant, du coup, on doit pouvoir quand même discuter avec, sortir de notre marginalité, commencer à se préoccuper de est-ce qu'on pourrait arriver justement à discuter avec les pouvoirs publics de comment faire de la fécondation croisée un peu entre nos points de vue et d'autres, etc. Et ces choses-là se sont développées, je dirais, donc, tranquillement pendant la première moitié du XXe siècle, et puis dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu toute une série de pratiques non violentes qui sont devenues pratiquement des pratiques publiques, et pas seulement à propos des ménonites. Il y a eu déjà le mouvement de Gandhi en Inde, alors lui n'avait absolument rien à voir avec les ménonites, mais en fait ça a montré que la non-violence était une pratique qui avait tout à fait son sens dans le domaine politique, c'était une protestation non violente. Après ça, il y a eu le mouvement des droits civiques aux États-Unis, et de nouveau, c'est devenu évident que, si vous voulez, la non-violence sortait un petit peu de la marginalité. Moi, je me souviens, par exemple, enfin non, je ne m'en souviens pas, mais enfin, je me souviens d'avoir lu, parce qu'évidemment, je n'étais pas né, il y a eu quelques protestants, non ménonites d'ailleurs, en France, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait de l'objection de conscience. Ils étaient en prison, on les a mis en prison. À la Première Guerre mondiale, ils étaient fusillés, à la Deuxième, ils étaient en prison. Il y a un petit progrès. Mais en fait, c'était vraiment assumer une marginalité extrêmement forte. Moi, j'ai connu un de ces pasteurs qui avait été fait de la prison à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'était quelqu'un qui avait été une personnalité. Enfin, je veux dire, il fallait tenir. Bon, et puis, en fait, la non-violence est devenue quelque chose d'un petit peu tendance. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ce fait-là, il y a eu, c'est pour ça que je vous dis, le fait, la volonté de dialoguer avec l'espace public, elle peut changer pas mal en fonction du contexte. Et donc, justement, cette espérance, puisqu'on parle de ça, d'avoir une vie de paix et une résolution non violente des conflits qui se développent, cette espérance a été un peu partagée. Et puis, un certain nombre de gens, du coup, se sont engagés tranquillement, à droite, à gauche, dans des positions publiques, au niveau de l'État, des discussions, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu, par exemple? Il y a eu aussi, après, la reconnaissance de l'objection de conscience. Alors, en France, 1963, la Confédération helvétique, je n'ai pas tout compris, mais enfin, c'est arrivé quand même peu à peu. Aujourd'hui, on peut être objecteur de conscience et pas faire de la prison. Je veux dire, bon. Et puis, il y a eu le développement des pratiques de médiation, alors, dans tous les domaines. Mais, bon, alors, je suis persuadé que ça existe. En tout cas, par exemple, en France, vous avez de la médiation judiciaire, qui est quelque chose d'extrêmement cadré. C'est-à-dire que si vous portez plainte contre votre voisin, puis que finalement, bon, aux yeux du juge, c'est quand même pas... c'est un peu une broutille, quoi. En fait, le juge va vous proposer aux deux parties d'aller voir un médiateur judiciaire, et si les deux parties s'entendent devant le médiateur, ça vaut décision de justice, par exemple. Mais vous avez aussi la médiation familiale, vous avez aussi la médiation dans l'entreprise, qui est en fait juste, quelque part, la poursuite du dialogue syndical, qui est une forme d'action non violente aussi. Enfin, quelquefois, il y a des coups de poing qui volent, mais enfin, quand même, en général, c'est quand même plutôt une pratique non violente. Vous avez eu aussi, après, ce qu'on appelle les commissions vérité et réconciliation, qui étaient suite à l'apartheid, ou aussi, par exemple, on parlait de l'Amérique du Sud, en Colombie, au moment où les FARC, il y avait un accord entre le gouvernement et les FARC, en fait, il y a eu ces comités de... C'est quoi le principe? C'est que ceux qui avaient commis des exactions, enfin, pas n'importe quoi, mais enfin, quand même, quelquefois des exactions assez graves, venaient et disaient ce qu'ils avaient fait, et du moment qu'ils le disaient publiquement, et bien en fait, ils étaient, non pas acquittés, mais enfin, disons, dispensés de peine. Voilà. C'est quand même des choses qui ont été extrêmement importantes, parce que si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que suite à une guerre civile, c'est absolument impossible de trahir en justice tous ceux qui ont pratiqué, qui ont commis des actes illégaux. Donc en fait, il faut bien trouver une solution pour en sortir. Bon, c'est une solution pour en sortir. Il y a eu aussi toutes sortes de pratiques post-conflit, c'est-à-dire d'accompagnement des personnes après les conflits pour les questions post-traumatiques, etc. Et là-dedans, j'en
reprends l'exemple des Mennonites, ils ont été très actifs. Donc, juste pour vous dire que, vous voyez que cette marginalité, pendant un temps, elle n'était plus tellement là. On discutait de pied à pied, comme ça, enfin, certes en gardant notre style, hein, notre préoccupation, mais finalement, ça se passait assez bien. Il y a eu aussi ce qui a été inventé au départ par les Mennonites canadiens, la justice restaurative, qui existe aussi, hein, qui est venue même en Europe. Au départ, c'était au Canada. Hein, cette idée qu'en plus, on puisse reconstruire des liens entre la victime et l'agresseur, pour quelque chose comme en complément de la justice. Bon. Il y a même eu des réflexions sur ce qu'on appelait la paix juste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, au fil des siècles, pensé à la guerre juste, des gens qui se disaient, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de penser à la paix juste, c'est-à-dire dans une paix, qu'est-ce qui est de nature, après, à provoquer des germes de conflit. Comment est-ce qu'on doit se préoccuper de la justice pour que la paix reste la paix. Tout ça, ça a été mené à bien. Voilà, donc je dirais qu'à ce moment-là, et puis donc peut-être jusqu'à la fin du XXe en tout cas, et même peut-être les premières années du XXIe siècle, en fait, on avait cette idée de cette dynamique. Et si je vous avais parlé d'espérance à ce moment-là, je vous aurais tenu un discours du genre bon, tout ne va pas bien, mais finalement, il y a des signes positifs partout, et puis, enfin, je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Et objectivement, c'était tout à fait l'impression qu'on pouvait avoir. On n'était pas en train de dire que tout allait bien, mais qu'en fait, l'espérance, ça me paraissait comme à portée de main. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quand même quelque chose qui était là. Voilà, il y avait un travail qui se faisait, puis c'était... Ça continuait à appeler un militantisme, mais le militantisme chrétien, puisque je parle de ça, enfin, il pouvait très bien se développer dans l'espace public. Vous voyez, c'était pas... Cette question de la marginalité, elle était un peu laissée de côté. Bon. Mais... en fait, si vous voulez, moi, ce que je remarque, finalement, et donc, voilà. Et ce qui m'inquiète le plus, je le répète, c'est que justement, bon, il y a le niveau géopolitique dont on a parlé, où là, vraiment, hein, on voit bien que le rapport de force est en train de tout envahir, hein, contre le droit, mais c'est quelque chose qui, en fait, pénètre l'ensemble de la société. C'est-à-dire que c'est vrai à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il devient très difficile de dialoguer. Je veux dire, alors, je ne sais pas si vous vous promenez sur les réseaux sociaux, mais enfin, il n'y a pas de dialogue, quoi. Je veux dire, c'est des invectives, des menaces de mort. Enfin, je veux dire, on est en train, par exemple, ce qui est assez incroyable, c'est que quelquefois, on n'est même plus d'accord sur les faits. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est même pas capable de se mettre d'accord sur ce qui arrive. Hein. Alors, juste pour donner un exemple, ça m'a quand même fait... Bon, ça m'a fait rire, mais enfin, ça m'a fait rire un peu jaune, puisque vous avez eu une votation là, sur les crédits de la télévision publique, et un des arguments pour diminuer ces crédits, c'était que la météo était biaisée. C'est-à-dire que les gens qui racontaient la météo donnaient des faux chiffres pour convaincre les gens qu'il y avait un changement climatique. Non, alors, bien entendu, c'est grotesque, mais ça prouve que dans l'esprit de certains, on peut discuter de tout, y compris de la température. Parce que même une mesure peut être fausse. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus d'accord même sur ce qui fait une mesure. Mais je pense que c'est assez général, quoi. Je veux dire, vous savez, bon, il y a des gens qui ont fait des enquêtes dans les milieux, disons, populistes, et en fait, si vous voulez, c'est en gros... bon, j'ai connu ça depuis très longtemps, mais ces théories du complot, elles existaient toujours, c'est du genre, ne nous y trompons pas. Hein, on vous dit ça, mais ne nous y trompons pas. On dit, au contraire, c'est le contraire. Si on dit une chose, c'est le contraire qui est vrai. Et n'essayez pas de savoir si c'est vrai ou faux. Hein. De toute façon, c'est faux. Voilà. Bon. Donc il y a une perte de capacité à dialoguer, hein, une brutalisation des rapports sociaux, et puis c'est vrai aussi, d'ailleurs, assez largement dans l'entreprise. Il y a quelqu'un qui, par exemple, livre des pizzas avec comme manager une interface informatique, c'est quand même très brutal. Hein. Bon. Donc c'est pas seulement une question de rapport de personne à personne. Il y a en fait une généralisation du rapport de force comme pratiquement, qui devient une solution pratiquement à tout. Il y a eu par exemple en France quelque chose qui a quand même été pour moi un tournant, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Alors le mouvement des Gilets jaunes a été très violent en lui-même, mais la répression, c'était quand même complètement hallucinant. Parce qu'en fait, depuis qu'il y a les flashballs, par exemple, dans la police française, en fait, les gens tirent carrément. Et puis, on peut blesser quelqu'un, on peut lui faire perdre un œil, enfin, on peut blesser gravement quelqu'un avec un flashball. Il y a eu récemment une manifestation sur les questions de l'eau en France, où en fait, on a fini par avoir des vidéos, hein,
des gendarmes à qui on a donné l'ordre de tirer des grenades lacrymogènes, on tire direct. C'est une grenade lacrymogène, ça se tire en l'air. Et après ça, le gaz lacrymogène descend. Si vous faites un tir direct, c'est comme si vous tiriez une grenade directement chez quelqu'un. Donc en fait, et ça paraît normal. Enfin, je veux dire, voilà, en fait, s'il y a un problème social, il n'y a qu'à faire donner la police, l'armée, etc. La manifestation suivante qui a été prévue sur le domaine de l'eau, il y avait autant de policiers et militaires prévus que de manifestants. Donc je veux dire, on devient fou. Je veux dire, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça pénètre tous les échelons de la société. Voilà. Alors, là-dessus, comme quand même, hein, je suis ménonite, les ménonites m'ont demandé d'écrire un truc sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que la paix alors qu'il y a la guerre en Ukraine. Hein, on ne s'est quand même pas les gonfler, donc on a fait un petit dossier du journal Christian sur la guerre. Et on m'a demandé, évidemment, et comment est-ce que nous, chrétiens, nous violents, on peut dialoguer avec l'État? Qu'est-ce qu'on a encore à dire à l'État, hein, alors qu'on est en guerre? Enfin, en tout cas, indirectement pour le moins, mais enfin, en tout cas, en France, on l'est. On contribue à la guerre en Ukraine. Bon. Alors j'ai relu un livre, c'est très intéressant, d'ailleurs, du général Morillon, qui est catholique, et qui est quelqu'un qui a été dans les casques bleus en Yougoslavie, enfin en ex-Yougoslavie. Et donc c'est quelqu'un qui, lui, si vous voulez, quand il parle de la guerre juste, d'ailleurs il hésite beaucoup à employer le mot, mais enfin, c'est quelqu'un vraiment que j'ai trouvé beaucoup réfléchi. Et donc il a écrit un livre un peu fictif qu'il écrit à quelqu'un, à un jeune, et puis il lui dit comme ça: ton cousin Yves, pacifiste dans l'âme, a décidé de demander le statut de végétateur de conscience, et il te pousse aujourd'hui dans tes retranchements en proclamant la non-violence comme seule solution aux problèmes de notre temps et en déclarant la guerre à la guerre. Voilà. Donc bien sûr, il dit ça avec ironie. Mais je partage un peu l'ironie du général Morillo. C'est-à-dire que je ne pense pas que la non-violence soit la solution. Voilà. Alors là, et c'est là que du coup, vous voyez ce que je veux dire, on est dans autre chose. C'est justement, on voit qu'on reprend quelque part une forme de distance. Oui, moi je pense quand même toujours que le Christ nous appelle à aimer nos ennemis, et donc aimer nos ennemis suppose de ne pas leur faire violence. Ça, c'est l'appel du Christ, mais c'est pas ça qui va régler les problèmes du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas dire que, et je reprends cette idée qu'en fait, attention, ne mélangeons pas tout. Nous ne sommes pas, nous les chrétiens, en train de devenir les conseillers du prince. Il y a ce qu'on peut vivre, il y a ce qu'on peut discuter avec l'État, et puis, voilà, c'est un dialogue, on a deux positions différentes, et donc peut-être que justement on redécouvre cette position, ben oui, si on veut vivre à l'exemple du Christ, il faut assumer de nouveau une forme de marginalité. Et donc je ne pense pas que la violence soit tellement efficace, je ne pense pas non plus que la non-violence soit forcément efficace. C'est pas comme ça que je la défendrais. En tout cas, c'est pas mon point de vue. Bien sûr, il y a des gens qui par contre, utilisent la non-violence comme une technique, etc. Ça existe. Mais pour moi, c'est pas ça l'appel du Christ. L'appel du Christ, c'est effectivement d'aimer nos ennemis. L'appel envers et contre tous, c'est le sous-titre du livre de l'amour de l'ennemi. Et ça devient, rien que d'accepter, de discuter avec quelqu'un qui n'est pas de notre avis, ou de ne pas être complètement fermé à quelqu'un qui n'est pas comme nous, ça devient tout à fait radical. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, de plus en plus, je sens que, oui, eh bien, écoutez, après tout, c'est là les oasis d'espérance. Essayons de construire des lieux où ces choses-là continuent à être possibles. Et je pense que ça, en tout cas, c'est notre appel. Voilà. Après, si ces oasis arrivent à s'étendre, eh bien, tant mieux. Mais en tout cas, et à la base, c'est comme ça que je sens aujourd'hui l'appel pour les chrétiens, c'est d'arriver à construire ces lieux où l'amour de l'ennemi, le respect, l'écoute, l'accueil, etc., continuent à être possibles. Et donc, eh ben, oui, peut-être il faut reprendre de la distance avec l'espace public, en attendant que peut-être on se rencontre un autre jour. Donc il y a un moyen de construire un dialogue avec la société civile, mais dans la différence, et avec une logique autre qui peut être marquée. Notre président de la République, Emmanuel Macron, a dit que lui, en tout cas, il n'était pas amiche. Hein. Bon,
faut appeler ça comment le chercher des noises sur ces politiques environnementales. Non, mais quand même, je ne suis pas amiche. Bon, lui ne l'est pas, moi je le suis. Hein, voilà, c'est tout. Bon, je ne suis pas complètement amiche non plus, mais enfin, en gros, j'ai tendance, sur la question technologique, j'ai tendance à être un peu amiche quand même. Voilà, bon. Alors, quand je parle d'oasis d'espérance, les gens me disent, mais en fait, est-ce que tu n'es pas en train de recréer la secte, là, hein, un peu le groupuscule, ou bien comme dans Astérix, le dernier village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est pas comme ça que je vois une oasis. Si vous y pensez, une oasis, c'est pas ça. Une oasis, c'est un lieu de passage. On y arrive, on se ressource, on repart. C'est un peu, d'ailleurs, pour moi, c'est... Vous savez, dans la parabole du bon samaritain, il y a un personnage qu'on oublie souvent, c'est l'aubergiste. L'aubergiste, en fait, quand il y a quelqu'un qui ramasse le blessé sur le bord de la route, il le mène à l'auberge et puis il s'en va. Et puis pendant ce temps-là, l'aubergiste, il prend soin du blessé, puis quand le blessé est remis sur en selle, il repart. Voilà, c'est comme ça que j'entends, je pense qu'on pourrait être quand même aujourd'hui ces auberges sur la route de Jérusalem à Jéricho, où il y a des brigands, etc. Eh bien, peut-être que certains d'entre nous sont appelés à être les Samaritains qui vont ramasser les gens sur le bord de la route, et d'autres des aubergistes, hein, mais pendant ce temps-là, il y a toujours les brigands sur le bord de la route de Jérusalem à Jéricho. Voilà. Mais, donc c'est comme ça que je comprends les oasis d'espérance, des lieux de passage, des lieux de guérison, de ressourcement, et je pense qu'ils sont vraiment extrêmement utiles. Alors ça, je ne vous en parle pas en théorie, mais je vois les gens aujourd'hui qui viennent dans l'église où je suis, à Poitiers. Il y a quand même des gens qui sont sacrément cabossés. Il y a des gens qui vont mal, et vraiment, en fait, il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux, et il y en a vraiment beaucoup. Il y a des gens... Donc, oui, ça peut être... oui, quand je vous parle d'oasis d'espérance, c'est vraiment... je ne vous parle pas d'une espérance glorieuse, mais voilà, je pense qu'on... Et c'est comme ça d'ailleurs que je comprends une bonne partie des discours de la fin des temps dans les évangiles, qui sont toujours suivis par des paraboles sur le genre, mais du coup, même si tout va mal, vous tenez bon. Commencez pas à vous laisser entraîner, vous au moins tenez bon, et puis voilà, après le reste ça ne vous appartient pas. Donc, je dirais, pour moi en tout cas, il y a quelque chose qui est à la portée de tous les chrétiens. Avant de bondir au niveau politique, commençons déjà par des relations sociales de proximité, d'amour du prochain, même de ceux qui nous sont hostiles, parce qu'aujourd'hui, c'est redevenu une pratique radicale, alors qu'en fait, c'était pratiquement le b.a.-ba de la sociabilité, de la politesse. Et après ça, si vous voulez, si on doit construire un dialogue avec le monde politique, en fait, je dirais que nous, on n'est en aucun cas des donneurs de leçons, mais on peut être des donneurs d'exemples. On peut dire, vous voyez, il y a une chose qui est possible, et il y a une chose, en fait, finalement, on se trouve bien de faire. Il y a une chose qui, finalement, est positive. Quand on arrive à la vivre, c'est certainement positif. Bon. Et puis, comment défendre la non-violence? Je ne dirais pas qu'elle est efficace, je dirais qu'elle est féconde. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'elle fait naître des choses qui, au fond, ne sont pas là spontanément dès le départ. Il y a des choses qui émergent de la négociation dont vous avez parlé à ce moment. Bien sûr, tout ça c'est pas forcément efficace, mais ça produit toujours des fruits. Et après, les fruits, quels fruits, etc. Bon. Alors, on l'a dit, enfin vous l'avez répété dans l'introduction, un texte de Bonhoeffer que moi j'ai une conférence qu'il a prononcée et que je trouve extrêmement forte au moment où en fait où la situation n'était pas encore tout à fait tranchée en Europe. Enfin, ça commençait à sentir aussi, mais bon, peut-être que ça ressemble un petit peu à la situation qu'on connaît aujourd'hui, cette conférence justement sur la paix et la sécurité. Et il dit on confond la sécurité et la paix. Parce que si vous cherchez la sécurité, en fait, vous allez vous armer, vous allez vous protéger, etc. Tandis que la paix, elle est risquée. Et ça me plaît, cette idée de la paix est risquée. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas efficace. C'est accepter de courir un risque. Sinon, si vous êtes là, et que en fait, vous cherchez finalement à contraindre l'autre pour qu'il ne vous attaque pas, mais en fait, vous êtes déjà en train de lui faire violence. Vous avez déjà mis le doigt dans l'engrenage de la violence. Bonhoeffer, il finit de dire, la conférence est très bien, il y a très peu de gens qui
qui l'ont mise en pratique. Voilà. Bon. Mais on peut sortir de tas de choses. Je pense que justement, dans ces oasis d'espérance, on peut remettre en question des tas de choses, et ça peut être en bénédiction autour de nous, de tas de manières. On peut sortir du culte de la croissance, hein, gros défi, mais j'ai un autre topo qui est, par exemple, la sobriété, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Hein. Ben oui, c'est la sobriété, mauvaise nouvelle, on va se priver de ci et de ça, etc. Ou, bonne nouvelle, on ne sera plus obligé d'être intoxiqué par un besoin de consommation. Ouais, tout est comme ça, on peut sortir du culte de la croissance. Puis en fait, en plus, c'est des conférences de carême, donc en général, une question qu'on se pose pendant le carême, c'est pourquoi est-ce qu'on consomme tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait. Voilà, mais je pense que c'est une question importante. Mettre en évidence le caractère toxique de tout ce qui nous encombre. Vous savez que moi j'ai fait une expérience récente, très intéressante, de déménager, il y a 5 ans, et pour déménager dans un logement plus petit que celui que j'avais. Notamment parce que notamment pour des raisons écologiques. Je pensais que je pouvais habiter plus petit. Donc j'ai dû, forcément, qui dit logement plus petit, dit que vous avez des tas de choses dont vous devez vous débarrasser. Alors, il y a des choses que j'ai données, il y a des choses qui étaient usées que j'ai mis à la déchetterie, et puis, des choses que j'ai eues entre les mains, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'acheter ça? Je ne me souviens plus quand est-ce que j'en ai eu besoin. Où est-ce que je veux dire, donc on finit par se rendre compte qu'on s'est encore de choses dont en fait on n'a pas besoin. Voilà. Et ça, franchement, ça m'a remis les idées en place. Donc en fait, le témoignage de notre foi, je pense, et ça c'est un peu la tradition ménonite, il doit aller justement avec des choix pratiques. En fait, c'est parce que si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez témoigner et puis apporter une espérance au monde, c'est aussi montrer que vous êtes capable de vivre différemment et que vous en trouvez bien. Enfin, c'est une sorte de témoignage joyeux. Que l'évangile est une bonne nouvelle, je veux dire, je pense que c'est important de dire ça, et qu'en fait, toutes ces idoles contemporaines, le rapport de force, la violence, la domination, la sécurité, la consommation, tout ça, c'est des idoles qui finalement sont contestables et n'en valent pas la peine. Enfin, beaucoup de gens en profitent, mais la vraie vie, je pense qu'elle est ailleurs, et c'est à nous d'en apporter la démonstration dans ces oasis d'espérance, dans ces lieux de passage où finalement des gens pourront se ressourcer. Aujourd'hui, autour de moi, par exemple, je vois il y a de l'éco-anxiétique, de tox par exemple, la plupart des gens ne font absolument rien pour en sortir. C'est une inquiétude paralysante. Il y a, et cette éco-anxiété, cette conscience du fait qu'en fait on est dans un monde dont les ressources maintenant vont être limitées, ben, elle produit justement cette réaction d'égoïsme collectif où on se jette sur les parts du gâteau parce qu'on sait qu'en fait on ne pourra plus partager. Que, en fait, pendant tout un temps, on était dans un jeu à somme positive, c'est-à-dire qu'on gagnait, la taille du gâteau augmentait, et donc en fait, on disait, bon, vous avez moins, mais ne vous inquiétez pas, votre part elle va augmenter aussi. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus dans un jeu à somme nulle, ou à somme négative, où on sait qu'en fait, de toute façon, ce que quelqu'un prend, quelqu'un d'autre ne l'aura pas. Donc tout ça, forcément, c'est extrêmement anxiogène, et on a besoin. Peut-être, en tout cas, je pense que c'est le minimum qu'on peut faire en tant que chrétien, de recréer ces oasis d'espérance. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à nos conférenciers? À qui est-ce que je pourrais passer le micro? Comme toujours, la première question est toujours la plus difficile. Merci. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport à la non-violence. Ce qui m'a fait écho, c'est une notion qu'a développée Jacques Ellul, qui est la non-puissance. Je ne sais pas si c'est une notion sur laquelle vous avez réfléchi et ce que vous en diriez. Est-ce que ça répond un peu à... Ça fait écho à ce que vous nous avez dit? Oui, bien sûr, il y a une parenté. Mais l'idée, au fond de base, c'est justement de se dire qu'on a une manière de se comporter à l'égard de l'autre qui ne supporte pas, qui ne suppose pas qu'on le domine, qu'on a besoin de le mettre qu'on a besoin de contrôler. Et ça, je pense que ça, c'est le fond de l'affaire, tout à fait. Après, chez Jacques Ellul, l'idée de non-puissance est un tout petit peu autre, c'est de se dire
Mais en fait, ça correspond à une partie de ce que j'ai dit quand même. C'est-à-dire qu'on a des moyens à notre disposition et on n'est pas obligé de les utiliser. C'est-à-dire on renonce volontairement à utiliser certains moyens techniques à notre disposition. Ça, je pense que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire de se poser cette question-là. Oui, tout à fait. Le problème non-violence ou non-puissance, la véritable difficulté, c'est que ça commence par un non. Et alors c'est difficile d'expliquer un concept négatif. Voilà, c'est ça, je pense. Par rapport à ce discours sur la non-violence, je trouve ça intéressant. Je trouve intéressant d'interroger la non-violence par rapport à la neutralité de la Suisse. La neutralité suisse, en fait, c'est le renoncement à la violence militaire pour résoudre les conflits et les tensions. C'est la volonté de mettre l'accent sur la diplomatie, sur les beaux offices pour résoudre les problèmes. Vous avez dit que la non-violence ne résolvait rien. J'ai dit que ça ne résolvait pas tout. Ça résout pas tout. Je suis d'accord, ça résout pas tout. Mais le concept de neutralité, c'est un concept de non-violence. C'est un impératif moral. On discute beaucoup aujourd'hui de neutralité puisqu'il y a une initiative populaire qui va être soumise en votation. Et on en discute sous un angle assez négatif, c'est-à-dire la non-violence, c'est l'indifférence au sort du monde, c'est pas prendre parti pour les uns ou pour les autres. Pour moi, la neutralité, c'est prendre le parti du droit. C'est prendre le parti c'est dénoncer les violations du droit, dénoncer les violations des droits humains, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la domination brute. Et ça a été possible pour la Suisse parce que c'est un petit État qui n'a aucune puissance, qui n'est pas une grande puissance militaire. Et donc, nous, pour nous affirmer dans le monde, on ne peut pas compter sur la force militaire. On doit compter sur d'autres valeurs. Et cette autre valeur, c'est la renonciation à la violence. Moi, j'aime bien présenter la neutralité comme un impératif moral, un impératif, un pays qui, dans le monde, se veut non-violent. Merci beaucoup pour vos contributions. En réfléchissant, moi je suis quelqu'un qui est né juste après la guerre, donc j'ai vécu toute ma vie dans une période en Europe d'organisation avec des systèmes de négociation et des règles. Maintenant, voyant ce qui se passe actuellement et relisant des textes de l'histoire ou même l'Ancien et le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut pas finalement dire que cette période après les deux guerres est un peu une exception dans l'histoire du monde et que la situation qui maintenant a été vécue dans le pays du tiers-monde pratiquement tout le temps et dans le monde entier pratiquement tout le temps depuis que l'humanité existe. Ou est-ce qu'il y a eu d'autres périodes où il y avait en somme autre chose que la force brutale qui réglait les relations internationales? Non mais, je pense que il y a des allers-retours. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde, pour moi, le parallèle aujourd'hui, c'est quand même entre ce qui s'est passé justement entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. En fait, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu un traité de paix qui était fait au forceps. Qui donc a lui-même créé un certain nombre de rancœurs et de problèmes, etc. Et il y avait quand même, par exemple à l'époque, la SDN, qui a été une tentative de régler. Mais peu à peu, il s'est produit un peu partout, donc chez les vainqueurs comme chez les vaincus, c'est-à-dire en Allemagne autant qu'en France, l'idée qu'en fait, vraiment il fallait en découdre, que finalement, c'était... il y a eu des mouvements autoritaires en Europe, dans pratiquement tous les pays d'Europe, y compris d'ailleurs des pays dont moi je me suis rendu compte après coup qu'ils avaient connu des dérives autoritaires parce qu'en fait on a complètement perdu de vue parce que c'était des pays qui ont été envahis après ça par les Russes qui sont devenus des pays d'Europe de l'Est. Mais en Europe centrale, il y a eu des mouvements autoritaires partout, il y en a eu en Espagne, il y en a eu au Portugal. En fait, il y a eu tout d'un coup cette espèce de croyance qu'en recréant des politiques plus autoritaires, ça allait aller mieux. Et ce qui est dramatique, quand on regarde ça, c'est que dans tous les pays, sans exception,
ces mouvements autoritaires ont été soutenus par les religions dominantes du pays en question. C'est-à-dire les orthodoxes, là où c'était les orthodoxes, les catholiques, et les protestants, là où c'était les protestants. Donc là, je dirais que c'est un match nul un tout petit peu effrayant. Moi, je pense que la force brutale, ça a plutôt été la règle. Hein. Je veux dire, le continent européen a subi des guerres, je ne sais pas, toutes les 30 ans à peu près, ce continent européen depuis très longtemps. Et je me souviens d'un entretien avec le président russe, Poutine, qui me disait oui, mais regardez les Suisses, ça a été les pires dans l'histoire. Les Suisses jouaient au foot avec la tête de leurs ennemis. Donc c'est vrai qu'on était reconnus à l'époque pour être extrêmement violents. Et de très bons soldats, d'ailleurs, on les a loués à toute l'Europe. Les mercenaires suisses ont fait les guerres partout en Europe, d'ailleurs, ils se battaient parfois les uns contre les autres. mais ceci dit, je crois que ça a été une évolution par rapport à ce que la Suisse est devenue, un État neutre qui renonce à la violence. C'est la constatation que les rapports de domination ne nous servaient pas. C'est-à-dire qu'on s'est mis à perdre des guerres. C'est-à-dire qu'on s'est mis à être divisés à l'intérieur parce que les gens se battaient les uns contre les autres. Donc, ça a été une réaction, si vous voulez, l'évolution vers la non-violence, vers un État neutre, ça a été une évolution qui a commencé en 1647, après le traité de Westphalie, ou juste avant, enfin là autour, où les Suisses ont dit non, alors cette fois-ci c'est fini, on n'utilisera plus la violence, on utilisera la force militaire juste pour se défendre, c'est tout. Mais je crois que c'est une évolution en termes, c'est une tendance évolutive, on commence par se battre et puis on voit que finalement il faut des règles, quoi, parce qu'autrement on finit par le monde. En fait, par exemple, pour parler au départ, dans le christianisme primitif, les chrétiens ne faisaient pas la guerre. Ils ne s'enrôlaient pas dans l'armée, ils considéraient qu'ils ne devaient pas le faire. Après, le christianisme étant devenu religion d'État, c'est devenu normal qu'ils s'engagent dans l'armée. Puis il y a eu après ça, justement, quand même, à plusieurs reprises, des mouvements de contestation de la puissance militaire. Alors, par exemple, il y a eu au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les trêves de Dieu, des moments en fait où on disait bon, écoutez, battez-vous, mais seulement à mi-temps. C'est un peu spécial, mais. Et puis, bon, les clercs, n'étaient pas censés porter les armes. C'était les armes. Bon. Après, il y avait par exemple des mouvements franciscains qui, à ses débuts, en tout cas, étaient un mouvement de paix. Il y a le mouvement des pauvres de Lyon. Voilà. Puis, il y a eu à chaque époque cette redécouverte qu'en fait, mais à chaque fois que ces gens ont proposé la non-violence, c'était des marginaux. Justement, c'était des marginaux dans un monde qui était en fait très largement violent. Donc, après, si vous voulez, voilà, moi je pense qu'il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes d'apaisement des conflits parce qu'il y a eu une puissance dominante. Il y a eu ce qu'on appelle la Pax Romana, qui était une paix militaire, mais qui était là parce que, en gros, pendant tout un temps, les armées de l'Empire dominaient. Donc il y a eu des moments de paix autour d'une puissance dominante. Voilà. Mais sinon, oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je veux dire que, pour moi, l'espérance, moi j'ai des discours que j'ai entendus, mais qui peut-être finiront par être vrais, mais du genre, la démocratie c'est irrésistible, elle finira par se répandre dans le monde entier, et d'ailleurs, des pays démocratiques ne se font pas la guerre. Voilà, mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'y croire. C'est pas parce que vous avez même si vous ne croyez pas à ça, c'est ce que je veux dire, vous avez quand même, pour moi, l'appel à, comme vous le faites en fait à votre manière aussi, à développer le respect de l'autre, avant de même pas parler de l'amour de l'ennemi, mais au moins le respect de l'autre, c'est notre appel, on doit faire ça. C'est un travail intérieur de respecter l'autre qui n'est pas semblable à nous, par exemple, de respecter quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui ne parle pas la même langue, qui mange autrement, etc. C'est un travail, c'est pas spontané. Spontanément, on n'aime pas forcément l'autre qui est différent. Donc c'est un travail, et c'est la même chose au niveau des États.
il faut accepter. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les tensions naissent dans des pays qui ont des minorités importantes et que les gens sont incapables de vivre dans un État diversifié et multilingue. Si vous regardez ce qui se passe, c'est souvent les minorités qui sont oppressées, qui sont opprimées. Et on considère qu'un État est une nation parce que tout le monde parle la même langue, tout le monde est de la même race, tout le monde est de la même religion. Dès l'instant où il y a des religions différentes, où il y a des gens qui sont différents, qui parlent autrement, et ben c'est pour ça que je m'excuse de parler de mon pays, mais je trouve que la Suisse est un bon exemple de compromis entre les différentes religions, les différentes langues, et qu'on est arrivé à avoir un système politique, et c'est ça aussi qui compte, c'est des institutions qui forcent le dialogue entre les différentes composantes, qui leur permettent de coexister. C'est Schopenhauer, vous me corrigez, moi je ne suis pas philosophe, qui racontait l'histoire des porcs-épics. Il y a les porcs-épics, qui est un troupeau de porcs-épics qui avait froid. Et alors ils se sont rapprochés pour se tenir chaud, mais comme ils se rapprochaient trop, ils se piquaient. Et donc ils se sont éloignés les uns des autres, mais quand ils s'éloignaient trop, ils avaient froid. Donc ils ont dû, à force d'aller et retour, trouver un bon système qui leur permettait de ne pas se piquer et en même temps de se tenir chaud. Et bien c'est ce qu'on a réussi quand même, jusqu'ici, ici. Il y a une théorie aussi sur le fait qu'il y a des phases dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des phases en fait où en gros on est arrivé à des compromis sociaux à peu près reconnus, et puis tout d'un coup ça rebascule, il y a de nouveau des phases critiques, c'est-à-dire qu'en fait il y a une alternance, enfin ce que certains avaient appelé les phases organiques et les phases critiques, c'est-à-dire que oui. Non, bah, ça j'en sais rien, moi j'ai. De toute façon, en sociologie, on n'arrive déjà pas à prévenir le passé, donc l'avenir. Je ne sais pas. Non, on ne fait pas de la prophétie. Non, mais en fait, il y a. En tout cas, moi, ce sont des choses que j'observe, c'est qu'il y a des moments, il y a des compromis sociaux qui sont considérés comme admissibles pendant tout un temps, et puis qui, en fait, après ça, se défont. Et même, par exemple, si vous lisez même dans le livre des juges, qui est quand même un livre, c'est quand même un livre extrêmement sombre et extrêmement brutal, mais on vous dit quand même tout d'un coup, et puis là, il y a eu 70 ans de paix, hein, et puis au bout des 70 ans de paix, bah, ça repart. On n'en dit rien d'ailleurs, 70 ans de paix. Il y a que le moment où tout d'un coup ça redérape, que le récit reprend son cours, quoi. Mais oui, voilà, après, non, je pense que c'est des choses fragiles. C'est-à-dire, au fond, la paix, c'est extrêmement long à construire, et la guerre, ça va très très vite. Merci aux organisateurs d'avoir pris ce thème de l'espérance, des vertus théologales. Et ma question est la suivante. Ce manque d'espérance, un certain désenchantement, n'est-ce pas le fait que nous sommes confrontés à l'absence de projet? Oui, mais ce qui pour moi, par exemple, est vraiment dramatique, par exemple, c'est qu'en fait, une politique écologique est possible. J'entends, c'est parfaitement possible de mener des politiques à condition effectivement de négocier et de dire voilà, si vous voulez, il y a des officines qui quand même ont travaillé là-dessus en disant on peut, par exemple, gagner par exemple à peu près un tiers avec des innovations techniques, un tiers en changeant la manière de produire l'énergie, et un tiers de sobriété. Ben, le tiers de sobriété, ça se négocie. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, hein, chacun, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un soyez sobre. Hein, on peut être sobre que tous ensemble. C'est-à-dire de dire voilà, on va faire des efforts communs qui valent la peine. Et puis c'est extrêmement intéressant une politique écologique. Enfin, moi je trouve que c'est assez stimulant. Ça pourrait être très très bien un projet politique. Actuellement, c'est un projet qui est attaqué de toutes parts. Or que c'est le seul projet qui nous donnerait un avenir, si vous voulez, à peu près réaliste. Donc c'est épouvantable, mais oui. Moi je pense qu'on pourrait très bien avoir des politiques écologiques sur la base desquelles on construirait de vastes compromis. Hein, et en fait,
C'est actuellement, on fait exactement l'inverse. Voilà. Donc oui, il y a absence de projet, mais pas absence de projet possible. Mais de fait, il y a absence de projet. Une autre question, peut-être la dernière, compte tenu du temps qui passe. Où ça? Merci à tous les deux pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Mais j'aimerais poser une question à Madame Camirel. Quand vous négociez et que vous êtes face actuellement, je dis bien, à des chefs ou à des gouvernements qui ne veulent absolument pas négocier, vous n'arrivez pas à négocier parce que les gens ne veulent pas, le peuple ne veut pas, les dirigeants ne veulent pas. Comment est-ce que vous arrivez quand même à négocier avec ces pays? Comment vous leur parlez? J'essaye surtout de ne pas donner des leçons à qui que ce soit. Non, je veux dire, la négociation, c'est de la patience, c'est de la finesse, c'est vraiment le respect de l'autre. Moi, j'ai agi comme médiatrice souvent. J'ai agi comme médiatrice, c'est-à-dire comme la Suisse propose ses bons offices, elle a des canaux de communication, elle parle avec des gens que vous ne recevriez pas dans votre salon. Et c'est ça le plus compliqué, je dois dire franchement, de serrer la main ou de parler avec des gens qui sont parfois des meurtriers, parfois des... Enfin voilà. Et si vous voulez arriver à construire la paix, il faut pouvoir parler avec les parties au conflit, quelles qu'elles soient. Et ça, pour moi, ça a été le plus difficile au départ. C'est-à-dire de s'asseoir en face de quelqu'un et de... Voilà. Ça, c'est vraiment compliqué. Ensuite, il y a des techniques de négociation. Hein. On a une bonne diplomatie, on repose sur... on a des techniques de négociation, on reprend les choses. Je me souviens des débuts de négociation. La Suisse a été médiatrice sur le dossier nucléaire iranien pour prendre un thème d'actualité. Et on a négocié avec les Iraniens, on a négocié avec les États-Unis, on a tenu au courant toutes les grandes puissances de l'avancée de ces négociations. Et je me souviens de gens qui ne me serraient pas la main, parce qu'on ne serre pas la main les chiites. On me serrait tout simplement pas la main. Mes collègues diplomates suisses, hommes, ils n'arrêtaient pas de dire bonjour, et moi je tenais les dossiers comme ça. Ça n'empêchait pas d'avoir des techniques de négociation et ça n'empêchait pas comme vous devez agir et traiter les parties de la même façon, c'est-à-dire défendre leurs intérêts de la même façon, ce qui me mettait extrêmement mal à l'aise, c'est que le matin, l'homme me téléphonait en me disant « Merci madame, vous défendez bien nos intérêts ». Et puis l'après-midi, l'autre me téléphonait en me disant « Merci madame, vous défendez bien nos intérêts ». Alors je me disais « Mais mon Dieu, qui suis-je » C'est vraiment des moments très, très difficiles, très délicats, et qui nécessitent une immense patience. Vous avez envie de leur donner des claques des moments, je vous jure. Parce que je me souviens qu'à la fin des négociations entre l'Arménie et la Turquie, on était arrivé. Le dernier moment, c'était à 6h du matin. On avait négocié toute la nuit. Et l'Arménien me dit « Acceptez ». Et j'ai été malade pendant 3 semaines. La réaction après des années, on a négocié pendant 3 ans. Et j'étais malade pendant 3 semaines. Quoi. Mais ça, c'était le rôle d'un pays comme la Suisse, c'était le rôle qu'on se donnait, précisément parce qu'on n'avait pas de puissance militaire. Donc la façon dont on pouvait être utile au monde, c'était précisément d'offrir nos bons offices. C'est pas du tout gratuit, hein. Je veux dire, ça suppose des moyens financiers, ça suppose qu'une partie de nos diplomates est concentrée sur les négociations. On avait des teams de négociation qui étaient 4-5 personnes qui négociaient, dont la priorité c'était ça. Ils faisaient pratiquement ça, je veux dire, tout le temps que durait une négociation.
Donc ça coûtait des connaissances, ça coûtait de l'investissement, ça coûtait de l'argent, mais c'était la seule manière pour la Suisse d'être utile au monde. Et c'était ainsi qu'on était respecté. Si on va vers les autres pays et puis qu'on leur dit « Écoutez, nous on a un problème avec vous, vous ne voulez pas essayer de le résoudre », ils vous envoient promener parce qu'on est un pays sans histoire, c'est pas nous qui allons leur faire la guerre, n'est-ce pas? Donc la seule manière d'être présent dans le monde, c'est d'offrir... Et c'est ce que fait la Suisse. Moi j'étais très rassurée quand j'ai vu que les négociations entre l'Ukraine et la Russie et les États-Unis avaient lieu à Genève. Bon, sans grand résultat, mais c'est égal. Je crois qu'il faut quand même essayer. C'est difficile, il faut essayer. Moi, j'enseigne à l'université maintenant des techniques de négociation, une technique de négociation qu'on appelle le diplomatic engineering, qui est née dans les négociations avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est pas un cadeau dans les négociations, je vous jure. Ils sont extrêmement durs avec nous. Ils n'hésitent pas à nous punir quand on n'est pas d'accord. Et donc, on a développé une technique de négociation avec eux qui n'est pas au niveau stratégique, mais au niveau technique et faisant appel à des sciences, à des manières de fonctionner comme on le fait dans les sciences de l'ingénierie. Et ça nous a amené à avoir 140 accords bilatéraux avec l'Union européenne. Au niveau technique, il n'est pas question au niveau politique que nous entrions dans l'Union européenne, mais au niveau technique, on a réussi à avoir quand même un certain nombre d'accords avec cette méthode. Donc voilà, je pense que la paix, le respect de l'autre, les discussions, c'est pas quelque chose de facile, ça j'en suis convaincue, mais je crois qu'il faut vraiment donner une chance aux négociations et au respect de l'autre, comme vous le disiez, il faut donner une chance. Moi j'appelle ça des oasis d'espérance dans le domaine géopolitique. Vous voyez comment, à partir du moment où vous vous privez d'un moyen d'action, ça développe votre imagination. Mais en fait, si vous aviez des moyens d'action, vous n'auriez pas eu toutes ces idées. Et donc, vous avez eu toutes ces idées parce que certains moyens, vous n'aviez pas. Et ça, je pense que c'est ça auquel on ne pense pas. C'est quand on se donne des moyens d'agir trop efficaces, on devient idiot. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais... non, mais oui, des puissances militaires, mais ça vaut aussi pour des armes plus... Enfin, si vous vous mettez en situation de bloquer les autres, et si vous avez le pouvoir de le faire, en fait, vous devenez complètement idiot. Et à partir du moment où vous privez de certains moyens d'action, vous vous dites « je ne bloquerai pas l'autre », vous commencez à avoir des idées que vous n'auriez jamais eues. Moi, je me souviens d'un jour où je discutais avec un dictateur, mais vraiment un dictateur, qui m'expliquait ses états d'âme. Et qui me disait, je vais finir par réarmer mon pays parce que j'arrive pas à discuter avec un vrai dictateur. Et puis j'étais presque à compatir. À un moment donné, je me suis pincée, je me suis dit, non mais oh, réveille-toi, t'es avec quelqu'un là quand même. Mais on retrouve la personne parfois derrière les postures. Et franchement, c'est ça qui... Si on se met à la place de l'autre, si on essaye de réfléchir comme elle ou il, peut-être qu'on arrive à comprendre et à trouver des chemins. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à nos deux conférenciers. J'aimerais que vous leur témoigniez le remerciement par vos applaudissements. Pas toujours. Des restaurants.